Maintenant, je vais vous parler un peu d'actualité juridique. Je vais retracer les grandes nouveautés du nouvel arrêté qui a été publié fin décembre. La première nouveauté de cet arrêté est une nouveauté qui est perçue par le secteur comme étant tout à fait légitime et pertinente, c'est la majoration de loyer pour les logements passifs, basse énergie et très basse énergie. Cette majoration de loyer n'est pas limitée dans le temps. Elle s'applique au propriétaire qui perçoit un surloyer et le concédant se voit également appliquer ce surloyer puisqu'il va faire une économie de dépenses énergétiques grâce à la performance de son logement. Comment cette majoration est calculée? C'est une méthode de calcul qui est fort proche de celle qui est prévue au sein des SIS. Donc c'est un facteur de multiplication, surface du logement, besoin de chauffage, coût du tarif social du gaz et un pourcentage qui reste à déterminer par Madame la Ministre. Cette nouveauté, voilà, c'est vraiment un challenge. Il faudra la suivre de près, voir si elle donne les résultats escomptés. Donc on a fait un petit exercice de calcul de se dire, voilà, cette majoration de loyer, elle va être de combien? Qu'est-ce que ça représente pour le propriétaire? Si on prend les bases de calcul au sein des SIS, pour un appartement, une chambre de 50 mètres carrés, on se retrouve avec un surloyer pour un bénéfice pour le propriétaire supérieur de 9,95 € par mois. Ça, c'est pour le passif. Pour la basse énergie, on est à 6,22 €. Voilà. Est-ce que ces majorations seront suffisantes pour motiver le propriétaire à améliorer la performance énergétique de son logement? Par ailleurs, ce surloyer qui est retransmis au locataire, est-ce que lui, de son côté, il fera réellement l'économie sur sa facture énergétique de ces montants qu'il doit payer en plus? Donc cette majoration de loyer, c'est vraiment un bon système, c'est un système qui devra être éprouvé. On aura besoin d'un peu de recul pour pouvoir juger de sa performance. Et alors ce serait aussi mentir par omission que de ne pas vous dire que cette majoration de loyer pour logement performant au niveau énergétique, c'est un vrai challenge pour les AIS. Parce que si certaines d'entre nous travaillent déjà avec du logement passif, toutes ne le font pas. Voilà, moi par exemple, et je vous jure que je n'exagère rien, c'est une histoire quotidienne. Donc la semaine passée, coup de fil au sein de mon AIS. Ah madame, il y a un problème dans mon logement. Ok, qu'est-ce qui se passe monsieur? Mon parlophone ne fonctionne pas. Par ailleurs, je rencontre des problèmes de chauffage. Pas de souci, on vous envoie notre ouvrier, première ligne, pour essayer de constater. Mais c'est simple, le locataire ne faisait pas la différence entre son parlophone et son thermostat. C'est réel. Voilà. Donc, avant de se lancer dans le logement passif, dans le logement basse énergie, il faudra être sérieusement équipé et outillé. Le fait que l'ensemble des termes de cette multiplication qui vise à chiffrer cette majoration énergétique n'est pas encore fixé est aussi un outil, une possibilité d'efficacité. Voilà. Peut-être que les chiffres, les projections, les calculs que nous avons faits en interne ne sont pas suffisants pour motiver le propriétaire. Deuxième grande nouveauté de l'arrêté, c'est la revalorisation géographique. Donc ça, c'est un sujet qui suscite toujours pas mal d'émoi, de savoir pourquoi nous sommes dans ces communes-là, moins dans ces communes-là. Il faudrait que les AIS se développent partout, la mixité, etc. On veut soutenir aussi le secteur.
D'abord, une petite parenthèse sur la mixité. Ce que je ressens très fort, c'est que la mixité, elle se fait au sein des immeubles. Donc, j'ai en gestion un immeuble pas loin de l'avenue Franklin Roosevelt avec 4 appartements dedans. Parmi les 4, il y a un locataire AIS. Personne ne le sait. La mixité ne se voit pas nécessairement par commune. Elle est multiple. En ce qui concerne donc cette revalorisation géographique qui a pour but de porter le secteur, elle s'applique donc aux zones qui ont le plus faible nombre de logements AIS. Elle est limitée dans le temps et elle ne concerne que le propriétaire. Ça veut dire, contrairement à la majoration pour performance énergétique, le locataire, lui, ne payera pas plus. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette revalorisation géographique? Oui, les zones avec le plus faible taux de logement AIS. Il faut peut-être se poser la question de savoir si je parviens difficilement à avoir du logement en gestion année de Roverenbeek, si j'en ai peu dans mon parc, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de propriétaires occupants année de Roverenbeek et que donc il y a moins de possibilités de progression. Une revalorisation géographique qui est limitée dans le temps, ça aussi c'est quelque chose qui est un peu difficile. Donc le propriétaire, quand on négocie avec lui, évidemment on essaye d'arracher, de négocier, d'obtenir des conventionnements les plus longs possibles. Un bail de 9 ans, travailler, investir sur un long terme est quand même plus pertinent que sur un court terme. Donc on va augmenter le loyer du propriétaire pendant une durée déterminée de 3 ans. Les 3 premières années, il sera très content, il a 10% de loyer en plus. Et après, comment est-ce que l'AIS gère la relation avec son propriétaire qui est puni, même s'il le savait au départ, les règles du jeu étaient bien connues. C'est quand même quelque chose qui me semble difficile à pratiquer. Là encore, le système va vivre, va être éprouvé et on aura un peu de recul plus tard. Enfin, le fait que ce surloyer ne concerne que le propriétaire, clairement, c'est un coût en plus pour les pouvoirs publics. C'est un subside qui est donné au propriétaire parce qu'il a un logement dans une zone où les AIS en ont moins. Une autre parenthèse, à titre personnel, j'ai été la première travailleuse de l'AIS à Aulnay-Saint-Pierre. Et donc c'est moi qui ai obtenu, et j'étais la seule personne engagée à l'époque, qui a obtenu les 44 premiers logements de cette AIS dans une commune dite riche. Eh bien, les logements sont arrivés, les logements ont été obtenus, ont été négociés. Les plafonds de loyer qui nous sont imposés, que nous ne pouvons pas dépasser, ne sont pas un frein à la progression des logements agences immobilières sociales en région bruxelloise, y compris dans les belles communes. Troisième nouveauté de notre arrêté, le programme de gestion locative. Certaines AIS travaillent avec IMO Assist, d'autres ont développé des modules de gestion en interne, d'autres encore, comme la mienne, jonglent avec ce qui existe, Office ou autre. Donc c'était vraiment une demande et une revendication du secteur qui a été entendue, qui a été financièrement soutenue, de dire voilà, nous sommes une activité à part entière, on ne fait pas le même boulot qu'une CISP, on ne fait pas le même boulot qu'un office de propriétaire ou qu'un syndic quelconque. À chaque relation, à chaque logement correspond 2 vies juridiques qui peuvent être tout à fait distinctes. Il nous faut un outil informatique cohérent, global, qui soit aussi un outil de communication avec l'administration, un outil qui soit fait par le secteur et pour le secteur. Donc à l'heure d'aujourd'hui, cet outil est en cours de développement. Et je vous assure que les 23 agences immobilières sociales en attendent et on espère beaucoup en termes d'efficacité. Et là aussi, nous serons jugés sur ce que nous aurons développé pour nous-mêmes.
Dans l'arrêté, on a évidemment fait un tour d'horizon, on a précisé, on a modifié nos publics cibles. Quels sont les publics cibles des agences immobilières sociales? Alors, d'une part, je pense que vous le savez tous, nous pouvons gérer des logements de transit. Et nous pouvons également, nous sommes en tout cas maintenant, depuis ce nouvel arrêté, nous sommes incités, financièrement soutenus, à aider des personnes qui perdent le statut de sans-abri lorsqu'elles acquièrent le logement AIS. Ces deux pans de notre politique du logement, transit et personnes sans-abri, ne peuvent pas dépasser le seuil de 20 logements de notre parc. Elles sont financièrement soutenues. Il en est de même pour les personnes handicapées, où l'AIS est incitée financièrement à s'adresser à ce public. Là aussi, les choses sont canalisées, ça ne peut pas dépasser 10% de notre parc, et ça doit être accompagné d'une convention avec un organisme agréé. Autre public cible, le logement intergénérationnel, on en a parlé en début, le logement solidaire, le logement collectif. Nous étions demandeurs, un cadre a été fixé, il ne s'accompagne pas d'un soutien financier particulier, mais le cadre est défini, il est établi dans l'arrêté. Et dernier public cible, qui lui s'adresse particulièrement et exclusivement à la nouvelle agence immobilière sociale étudiante, c'est le public des étudiants défavorisés. Alors là, vraiment, on constate que c'est un véritable enjeu de la législature actuelle de répondre à cette difficulté d'accès au logement pour ce public. Donc une agence immobilière sociale étudiante a été reconnue, elle a été agréée et elle a un mode de fonctionnement qui n'est pas identique des autres agences immobilières sociales. Je vais lister brièvement 5 différences entre l'AISE et les autres AIS, à l'exclusivité du public qui forcément n'est pas le même. D'abord, les montants des loyers. L'agence immobilière sociale ne peut pas offrir des plafonds de loyer aussi élevés que les autres agences immobilières sociales. C'est une grande différence. Deuxième différence importante, elles ne sont pas, l'agence immobilière sociale n'est pas soumise aux mêmes normes d'occupation que les agences immobilières sociales traditionnelles. Donc bien sûr, nous devons respecter le code du logement, mais les agences immobilières sociales, en plus, doivent respecter certaines normes d'occupation. X mètres carrés pour X personnes. L'AIS étudiante n'est pas soumise au respect de ces normes d'occupation. Elle n'a pas d'objectif de croissance. Toute agence immobilière sociale doit atteindre le seuil de 100 logements en 5 ans. Ce n'est pas le cas de l'agence immobilière sociale étudiante. La taille des logements qu'elle peut gérer, donc elle peut gérer des studios à partir de 12 mètres carrés, tandis que les agences immobilières sociales peuvent gérer des logements à partir de 26 mètres carrés. Enfin, en termes de subsides de lancement, le paquet a été mis pour permettre à ce secteur de se développer et elle a un subside de lancement qui est de l'ordre de 5 fois supérieur à celui d'une autre agence immobilière sociale qui débute.